le passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui s'active par nécessité, mais toujours dans le plaisir. Super intro, waouh. Aujourd'hui, mon invité explore la mémoire, les corps et les récits réduits au silence. Penda Diouf, autrice, dramaturge et désormais metteuse en scène, signe avec Piste un spectacle où le voyage se fait quête et le théâtre un espace de résonance pour les voix longtemps tues. Elle nous entraîne dans un road trip théâtral où mémoire coloniale et intime se croisent, où le corps noir devient à la fois archive, témoin et territoire de lutte. Porté par Nanyadji Kagara, ce seul en scène créé au CDN de Lille et actuellement au Théâtre 13 interroge la transmission des histoires effacées. Comment dire le génocide des Herero et des Nama en Namibie maintenu en marge de l'histoire. Comment redonner corps par la scène à une mémoire que l'on a voulu nier. Mais au-delà du récit historique, ce spectacle pose une question plus vaste et plus intime. Comment raconter depuis sa propre place sans être enfermé dans une assignation? Comment faire entendre des voix marginalisées sans que l'on réduise son œuvre à un simple témoignage? Et comment le théâtre peut-il devenir un lieu de réparation, de résistance et de réappropriation? Bonne écoute à vous! Penda Diouf, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous êtes autrice, dramaturge et avez brièvement été comédienne. Dans une autre vie pas si lointaine, vous avez également été directrice de bibliothèque, ce qui témoigne déjà de votre amour des mots et des livres. Avec Piste, vous signez aujourd'hui votre première mise en scène, marquant une nouvelle étape dans votre parcours d'écriture et de théâtre. Votre œuvre, en creusant les questions d'identité, d'oppression et de mémoire, ne les aborde pas comme des thématiques abstraites, mais comme des réalités brûlantes et profondément ancrées dans l'intime, qui est éminemment politique. Vous donnez une voix à des récits longtemps tenus à l'écart, avec une écriture qui se refuse tant à la concession qu'à l'édulcoration. Piste s'inscrit pleinement dans cette démarche. Créée au Centre dramatique national de Lille et actuellement présentée au Théâtre 13 à Paris, cette pièce est un seul en scène porté par Nanyadji Kagara, nous propose un voyage à la fois géographique et intérieur. Un road trip en Namibie où la mémoire d'un génocide occulté se heurte aux cicatrices plus personnelles de l'enfance et de l'adolescence du personnage. Au cœur de ce récit se trouve le corps noir, un corps marqué, contraint, essentialisé, mais aussi un corps en mouvement et en résistance. Ce corps n'est pas seulement un motif, il est le terrain même de la lutte. Une question qui traverse toute votre œuvre, nous reviendrons là-dessus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire entendre une voix, celle qui, je crois, nous permettra de revenir ensemble sur la genèse de ce projet. Je suis David Bobet, je suis le directeur du Théâtre du Nord, je suis metteur en scène et je dirige aussi l'École du Nord. Je commençais par rencontrer la personne dans un cadre militant, en lien avec Décoloniser les Arts. Elle n'en faisait pas complètement partie, mais elle s'y intéressait de près. On était en dialogue assez régulier et ça m'a amené à la lire. Et puis voilà, je suis tombé assez dingue de ces textes. Il y a, pour l'amoureux de la littérature que je suis, il y a une dimension à la fois politique qui correspond à mes attentes contemporaines et à la fois il y a une langue qui est d'un point de vue littéraire très poussée, très travaillée, très étudiée. J'ai aimé la découvrir par ses écrits. Et puis en arrivant à Lille, on s'est retrouvés parce qu'elle habite Lille maintenant. Je lui ai proposé de venir intervenir auprès de mes étudiants à l'école du Nord sur l'écriture, qu'elle puisse un peu partager ses outils. Et puis sur mon deuxième mandat, je lui ai proposé donc d'être artiste associé au théâtre et de l'accompagner dans l'élaboration de sa première mise en scène. J'avais vu ses textes montés par d'autres et vu son regard, vu la personne, je savais, je pressentais, et ça correspondait aussi à son désir, qu'il y avait quelque chose aussi à faire du côté de la mise en scène, qu'elle, mieux que personne, pouvait donner le rythme, la pensée, la colère de ces textes
et déployer ça dans le corps d'acteurs et d'actrices sur un plateau de théâtre. La question de la colère et de la lutte contre le racisme énerve complètement son œuvre. Elle, sa colère, et c'est ça qui fait qu'elle est si singulière, sa colère s'exprime par une forme de douceur. C'est très déstabilisant en fait, mais c'est pas moins solide cette colère. Et donc c'est beau. C'est beau parce que la colère c'est beau, parce que la colère c'est Audre Lorde qui nous dit ça, hein, que la colère naît d'un sentiment d'injustice et cherche à rétablir une forme d'égalité, une forme d'équilibre. La colère est du côté de la création, de la justice, et c'est sans doute ce qui peut le mieux s'opposer à la haine, qui elle est une forme de destruction en fait. Alors, beaucoup de choses dans cette capsule sonore. Et avant de revenir sur la genèse peut-être du projet de mise en scène de pistes et des pistes que ce son ne lance, revenir peut-être sur cette rencontre avec David Bobet et cette forme de compagnonnage que vous avez à Lille où c'est DN qui le dirige. Oui, c'est vrai que je suis assez chanceuse en fait de m'être installée à Lille juste après le déconfinement, le premier jour du déconfinement. Je me suis dit il faut que je parte. J'habitais en Île-de-France et je suis allée m'installer à Lille. Et quelques mois après, David m'appelle. Effectivement, on se connaissait un peu. Voilà, on s'était croisés par-ci par-là, mais sans vraiment jamais avoir pris le temps de discuter. Et il m'appelle en me disant voilà, je postule à Lille et si je suis nommée, je vais devoir mettre en place en fait le jury de l'école. Et est-ce que ça t'intéresserait d'en faire partie? Donc c'est comme ça que ça a commencé par l'école, en étant jury. Ça nous a permis, on était dans le même jury en plus, donc ça nous a permis aussi de nous rencontrer autrement. Et je trouve que c'est une belle façon aussi que de se rencontrer dans le cadre d'un concours. C'est intéressant aussi de voir comment chacune se positionne et le rapport aussi avec les aspirants comédiens, comédiennes. Et ça s'est extrêmement bien passé. Et puis voilà, on a développé une amitié. Et lorsque je me posais un peu la question de la mise en scène, David m'a tout de suite ouvert grand les bras en disant bingo, on fait ça à domicile à Lille, au Théâtre du Nord. Il m'a dit t'as un calendrier? J'ai dit je sais pas. Il m'a dit 25. J'ai dit ouais 25. Et bingo, on y va. Voilà comment ça s'est fait, donc d'une façon très simple et aussi très généreuse également. Donc je suis très reconnaissante de ça, de l'accueil que j'ai eu au Théâtre du Nord avec David et toute son équipe. Peut-être 2 mots sur Décoloniser les arts qui a été, je crois, ce premier contexte de rencontre, si c'est utile d'y revenir. Alors moi je n'en faisais pas partie, mais c'est sûr que j'ai suivi de très près tout ce qui s'y est fait. Mes amis étaient dans Décoloniser les arts, étaient cofondatrices, je pense à Eva Doumbia par exemple, et c'est sûr que Décoloniser les arts a fait beaucoup, je pense, pour travailler ces questions de racisme institutionnel dans nos milieux, et nous manque, voilà. On a envie que Décoloniser les arts continue. C'était vraiment extrêmement intéressant et utile, et en termes d'archives aussi vraiment important. Tout le travail qu'ils ont pu mettre en place, je pense à toutes les réunions qui ont été faites à la Colonie Barré par exemple, le livre qui a été édité, voilà, tout ça c'est des ressources aussi, des appuis qui sont pas du tout négligeables. Alors, qu'est-ce qui a fait naître ce texte si particulier et surtout ce désir de l'incarner sur scène après l'avoir écrit pour aujourd'hui le mettre en scène? Alors, le texte, il est issu d'une commande d'écriture de la SACD dans le cadre d'un projet qui s'appelle Les Intrépides. Et donc, dans ce projet, j'ai été contactée en 2017, j'ai participé en 2018, il me semble. Il fallait écrire un texte de 10 minutes sur une thématique. Donc, la thématique, c'était le courage. Et ensuite, il fallait lire ce texte au plateau. Et c'est vrai qu'en 2018, je n'étais jamais montée sur scène. Donc, ça me semblait vraiment très compliqué d'imaginer différents personnages et de créer un dialogue. Je me suis dit, bon, je vais faire au plus simple. Un seul en scène. Un seul en scène, un monologue. Et donc, ensuite, je me suis posé la question du courage, puisque c'était la thématique, en me demandant, est-ce que je me suis sentie un peu courageuse un jour dans ma vie? Et j'ai pensé à cette phrase que j'entendais régulièrement lorsque j'ai fait ce voyage en Namibie. Donc, je suis partie toute seule en Namibie pendant 1 mois et demi, en road trip. Et on me disait souvent, you are a brave woman. Donc, tu es ou vous êtes une femme courageuse. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je parle de ça, de ce voyage, de ce qui s'est passé en Namibie, parce que l'histoire de ce pays est peu connue, et peut-être de ce qui m'a incité à partir en Namibie. Donc c'est comme ça que le texte est né. Donc c'est un texte très court, de 10 minutes, que j'ai eu l'occasion de lire à plusieurs reprises, et notamment à Avignon. Et après cette lecture, 2 metteurs en scène sont venus me voir, donc Aristide Tarnagda, qui est directeur des Récréatrales à Ouagadougou, au Burkina Faso, et Myriam Sadoui, qui est metteuse en scène, autrice, comédienne également, qui a fait toute sa carrière professionnelle à Bruxelles, et qui est née à Dijon comme moi. Et
les deux sont venus me voir en me disant ce texte est vraiment beau, est-ce qu'il existe une version longue ? C'était pas le cas, donc j'ai écrit la version longue et ensuite Aristide s'en est saisi. Donc il y a eu cette première mise en scène d'Aristide Tarnagda en 2020. Ensuite, le texte a été traduit en allemand et monté en Allemagne au théâtre de Münster en 2022-2023. J'ai eu la chance aussi cette année de voir une autre production naître au Québec en février 2024, donc vraiment en parallèle avec la mienne. Alors malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de la voir, j'ai vu quelques images sur les réseaux sociaux, mais et voilà comment le spectacle est né. Mais le désir de vous en saisir, vous, à la mise en scène. Alors je pense que les deux mises en scène que j'ai pu voir, celle d'Aristide et celle de Remsi à Münster, m'ont donné envie, en fait, ont développé, moi, mon imaginaire et ma propre vision. Et je me suis dit, c'est très bien ce qui a été fait, mais moi, je le ferai autrement. Voilà. Voilà. Mais après, c'était effectivement très bien, mais c'est sûr que c'était pas forcément, moi, ma vision. Et je me suis dit que ce texte était tellement personnel qu'il fallait peut-être que je commence par celui-là. Et bien justement, un projet de mise en scène est très différent du geste d'écriture qui, lui, est davantage solitaire. La mise en scène engage une équipe autour de vous. Avant de vous poser la question de comment vous êtes entouré pour ce projet, je voudrais vous faire entendre une autre voix qui me permet de rendre cet épisode un peu plus choral et de rendre justice aussi à cette dimension collective qui entoure ce projet. La première fois que j'ai rencontré Penda, c'était en 2020. En fait, je l'ai vue pour la première fois sur scène. C'était la première rencontre avec elle, c'était sur scène, parce qu'elle jouait piste. Et c'était au théâtre de Vitry, et je faisais partie ce soir-là des spectatrices chanceux et chanceuses qui étaient là. Et j'avais été impressionnée. Je me suis dit, waouh, quelle femme, quelle artiste, quelle comédienne, quelle autrice. Je découvrais ce soir-là une écriture, une présence, une belle âme qui partageait avec nous ce récit de voyage à la fois intime et politique, d'une manière tellement authentique, ce partage. Les sujets abordés dans Piste m'avaient estomaqué. Je me rappelle être assise sur mon siège et me dire « Waouh !» C'est d'une telle puissance et à la fois d'une telle beauté et délicatesse dans les choix de chaque mot. Tout est fait avec beaucoup de finesse. En la regardant sur scène, je trouvais qu'elle incarnait magnifiquement tout ce qu'elle disait, en fait. C'est tellement vrai. Ça m'a marqué. Et de fil en aiguille, me voilà interprète à mon tour de Piste et mis en scène par elle-même. Donc, avec beaucoup de joie et les mots qui me viennent concernant la collaboration avec Penda, c'est honneur, évidence, amour et soin. C'est un tel honneur pour moi de travailler avec elle. Je trouve que c'est une artiste incroyable. Elle est d'une telle force et à la fois douceur et elle a une écoute profonde dans sa collaboration, dans ses échanges avec toute l'équipe. Il y avait beaucoup d'évidence, évidemment, beaucoup d'évidence et beaucoup de soin dans ces échanges et dans le lien aux autres, à toute l'équipe et au travail. Et je dois dire que en la regardant travailler, en la regardant mettre en scène, en la regardant me guider, en l'écoutant, pour moi, Penda, elle a toujours été metteuse en scène parce que c'est tellement inné et fluide. Je veux dire, pendant toute la temporalité de la création, j'avais pas l'impression d'être face à une metteuse en scène qui créait pour la première fois. Non, c'était très clair dans sa tête et ce qui était clair dans sa tête est venu s'inscrire dans la réalité d'une manière fluide, encore une fois. Hein. Je trouve qu'il y a une telle synergie aussi entre la femme et l'artiste. Je trouve que ces œuvres la reflètent énormément. On la rencontre vraiment à travers ses œuvres. Il y a une vérité qui se dégage de ces œuvres qui est sa vérité et qu'elle incarne pleinement. Et je trouve ça magnifique et rare. Avant de vous poser la question de comment ces mots résonnent en vous, peut-être nous dire comment vous avez composé votre équipe et le choix justement de Nénia Hadji pour incarner ce récit sur scène pendant quasi 2 heures sans quitter le plateau. Déjà, je vais essuyer mes petites larmes. Parce que ces mots m'ont extrêmement émue. Pour l'équipe,
Je cherchais déjà à travailler avec des personnes qui soient à la fois très professionnelles, mais qui soient aussi extrêmement gentilles. Voilà. Parce que pour moi, c'est important de travailler avec des personnes qui sont gentilles et où il n'y a pas de... où je savais que l'ego, en fait, serait au service du projet. Et pour moi, c'était extrêmement important que le projet soit entendu et compris par toutes et tous, et que du coup, chacune investisse son savoir-faire, ses compétences, son art dans le projet. Voilà, pour moi, ça, c'était vraiment essentiel et j'ai eu de la chance parce que l'équipe a compris l'importance de ce projet pour moi, de cette première mise en scène et surtout de ce récit qui est peu connu, peu entendu. Et donc, David m'a proposé de faire la scénographie avec Léa Gézékel et j'étais vraiment ravie de la collaboration avec tous les deux. Ça a été, pareil, extrêmement facile. J'avais des idées, je leur proposais. David a commencé à dessiner, Léa est arrivée, à montrer des choses concrètes aussi. Et non, ça a été très facile avec eux. J'ai travaillé aussi avec Claire Gondrexon. Alors Claire, on s'est rencontrés pour un projet que je menais à la basilique de Saint-Denis il y a 1 an sur les reines et princesses qui étaient enterrées à la basilique. Et pareil, je l'ai trouvée d'une grande patience, d'une grande finesse aussi dans sa façon d'appréhender les espaces et la lumière. Et non, ça a été aussi très formateur pour moi de les voir travailler. Lunja Medjoub aussi qui était au son. Alors Lunja, j'avais collaboré avec elle sur une lecture performative que je faisais avec Marine Bachelot-Nuyen et Karima Elkaraz. Et donc, c'était Lunja qui avait travaillé toute l'atmosphère sonore de cette lecture et j'avais trouvé son travail extrêmement précis et délicat. C'est aussi quelqu'un qui est très doux et voilà, donc il y avait des choses en commun qui nous réunissaient et elle a fait un travail admirable aussi sur le spectacle. J'ai travaillé pour la vidéo avec Wojtek Dorotsuk. J'avais vu son travail au théâtre du Nord et on est partis tous les deux en Namibie. Ce qui aurait pu être compliqué parce qu'on ne se connaissait pas et on a passé 1 semaine sur les routes de Namibie ensemble, enfermés dans une voiture. Donc moi je conduisais et on passait 8, 9, 10 heures dans la voiture ensemble. Et ça aurait pu être très risqué. Et en fait ça s'est extrêmement bien passé. Et donc oui, Wojtek était à la vidéo et ensuite j'avais envie qu'il y ait aussi le corps qui soit présent, du mouvement, parce que c'est un texte aussi qui est assez dense et je crois que j'avais besoin aussi et qui parle du corps, donc il fallait pour moi que le corps soit présent. Donc j'ai demandé à Robin Orlin si elle acceptait de participer à ce projet. Et Robin, on se connaît depuis 3-4 ans et on se tourne un peu autour comme ça et je me suis dit que c'était la bonne opportunité de travailler avec elle et aussi parce qu'elle est sud-africaine et que la Namibie a une histoire assez forte avec l'Afrique du Sud puisque le pays a été colonisé de 1915 à 1990 et qu'il y avait certainement des choses communes en termes de mouvement et que j'avais aussi envie de travailler la question de la résistance, de la lutte avec elle. Voilà. Et puis Nanyadji qu'on a entendu, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, Nanyadji qu'on a entendu. Ah si, j'ai oublié Heidi. Heidi Follier au costume, très chouette aussi. Et avec Heidi, on avait collaboré sur un texte que j'ai écrit qui s'appelle Gorgée d'eau et c'était une mise en scène de Maëlle de Quiette. Voilà. Et Nanyadji, on s'est rencontrés comme ça. Je l'ai vu sur scène, moi aussi, interpréter Piste. Et mes parents, lorsqu'ils l'ont vu sur scène, m'ont dit on dirait que c'est toi. Voilà. Je me suis dit que c'était... ils n'auraient pas dit ça pour tout le monde. Ça validait quelque chose, ça vous donnait l'autorisation d'aller plus loin. C'est vraiment elle. On va revenir sur ce texte et justement ce que ça raconte et peut-être le miroir, peut-être autobiographique aussi en creux que ça dessine. Mais une dernière question sur la mise en scène. Est-ce que vous diriez que devenir metteuse en scène était devenu une nécessité ou c'est d'abord le plaisir qui a guidé tout à l'heure, David parlait de cette colère douce que vous avez. Vous parlez là d'une gentillesse nécessaire pour mener à bien ce genre de projet. Comment ça se mêle, ces deux dimensions-là ? Non, je pense qu'il y avait une nécessité aussi pour moi. Ça me permet de parler un peu du statut d'autrice en France, qui est quand même assez compliqué, parce qu'on n'est pas intermittent du spectacle. Donc on est quand même dans une forme de précarité qui est assez importante et que les gens ne soupçonnent pas. Par ailleurs, on est aussi, de fait de cette précarité, on répond souvent à des commandes d'écriture. Et le rapport avec les metteurs en scène, les metteuses en scène n'est pas toujours évident, parce que ceux qui ont l'argent
Donc ceux qui ont le pouvoir, ce sont les metteurs en scène et les metteuses en scène. Et à partir du moment où c'est eux qui payent, et qu'ils payent un produit, on est dans un système capitaliste, donc ils payent un produit, il faut faire en sorte que le produit leur convienne. Et que parfois, on se retrouve dans des situations où le texte qu'on a écrit est agrémenté d'autres choses, est coupé, est monté avec d'autres formats de texte. Et c'est sûr que c'est vraiment un métier où il ne faut pas du tout avoir d'ego, quoi, parce que quand même, on s'en prend plein la gueule. Franchement. Je ferme cette parenthèse, mais oui, je pense que c'était une nécessité aussi pour moi de me placer à cet endroit-là et aussi de montrer qu'on peut être metteur, metteuse en scène et avoir une forme d'éthique avec son équipe, avec le travail. Alors, je dis pas qu'il y en a pas, hein. mais j'ai quand même eu quelques expériences douloureuses et lorsque je discute avec les auteurices autour de moi, c'est le cas également. Donc ouais, être à cet endroit-là de la mise en scène et d'autant plus sur ce texte qui pour moi est quand même assez important. Et puis on est dans une période quand même très difficile. L'élection de Trump, la situation en France, en Europe, l'extrême droite qui gagne du terrain partout. Et pour moi, il est quand même important de faire entendre d'autres voix au plateau, alors aussi bien dans mon travail personnel que dans ce que je peux faire à côté avec Jeunes Textes en Liberté. C'est essayer de donner à entendre d'autres récits, d'autres narrations que celles qu'on entend régulièrement sur les plateaux de théâtre. Et c'est vrai que ce texte, pour moi, c'était vraiment une évidence que je le mette en scène, même si j'ai mis longtemps à le conscientiser. Est-ce que vous voulez dire 2 mots sur Jeunes Textes en Liberté avant qu'on écoute un extrait de Piste ? Ouais. Alors Jeunes Textes en Liberté, c'est un label qu'on a créé avec Anthony Thibault depuis 10 ans. Ça fait 10 ans. Le 30 mars, c'est notre anniversaire. L'anniversaire de notre rencontre. Et rencontre qui a été assez houleuse, puisqu'on s'était rencontrés au Théâtre de la Colline en 2015. Et c'était un débat sur la représentation de la diversité sur les plateaux de théâtre. Et le débat était assez houleux, mais à juste titre. Et je crois que moi-même, j'ai été contaminée par cette colère ambiante. Et par 2 fois, Anthony m'a empêché de parler. Et donc, je l'ai qualifié de blanc dominant colonialiste. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Depuis, on a accompagné une 40aine d'auteurs. 70% de ces auteurs ont été édités. 60% ont trouvé le chemin de la scène également. Et voilà, et j'espère qu'on participe un peu à notre endroit. C'est notre petite pierre à l'édifice, mais qu'on participe à la meilleure diversité, en tout cas des récits sur les plateaux en France. Choisir un point. Je n'ai pas la moyenne à mon bac de français. Rien ne me prépare à ça. Lectrice assidue depuis mon plus jeune âge. Meilleure de ma classe en français depuis l'école primaire. 6e régionale de ma catégorie à la dictée de Bernard Pivot. Et je me rétame à l'oral. Devant un jury qui ne comprend pas pourquoi ma photo en noir et blanc sur ma carte d'identité est aussi sombre, aussi foncée, qui me demande où je suis née, alors qu'ils ont ma carte d'identité française entre les mains, et qui enfin me demande ce que je porte sur la tête. Mes cheveux. Ce sont mes cheveux que je porte sur ma tête, mes cheveux. Des tresses. Oh, des tresses. D'accord. Bien. Je vous demanderai de tirer au sort un texte. Baudelaire. Mon poète préféré dont je connais certains quatrains par cœur, dont la plume semble avoir été trempée dans mon sang avant de s'épancher sur le papier, balafrer mon squelette, dont le spleen fait écho à ma solitude. Une âme sans repos, alors que je cherche moi aussi mon havre de paix, je connais mon sujet. Je suis confiante. Mais la jeune fille, dont la photo est trop sombre, les cheveux pas assez lisses, tirés, coiffés, dont le lieu de naissance est interrogé, cette jeune fille-là ne convainc pas. Elle connaîtra la honte, malgré son sérieux, sa rigueur, d'annoncer à ses parents qu'elle est passée à côté de l'épreuve. Au téléphone, elle parlera d'une voix morte, de fantôme, pour annoncer à ses amis que... Non.
Elle ne l'a pas eu. Elle intégrera le fait auquel ses parents l'avaient toujours préparé. Qu'elle doit en faire 2 ou 3 fois plus que les autres pour arracher la moitié de ce qu'ils obtiennent. Elle fera sien l'humiliation, l'abattement, l'impression d'une injuste punition, l'idée de fatalité, la tristesse. Monsieur Le Guillou, CPE au collège Berton à Antibes, ne lui avait-il pas dit quelques années plus tôt « Il va falloir s'habituer, hein ?» À quoi? À être malheureuse? Oui. La colère? Ça viendra après. Un extrait de votre spectacle pour faire entendre votre langue. Ce texte à la fois personnel et historique traverse une histoire coloniale trop mal connue, ses violences et ses résistances. Paysages, corps, souffrance, lutte, espoir, chaque mot semble être pesé, chaque image devient essentielle. On entre dans le récit par un grain de sable, un personnage en soi et une poétique qui dit votre rapport à la langue et à l'écriture. Est-ce que vous diriez que cette poétique-là est nécessaire dans la transmission de cette mémoire douloureuse? En tout cas, c'est la mienne. Et qu'elle me ressemble, c'est un peu ce que disait Nanyadji tout à l'heure, c'est-à-dire que je viens comme je suis d'une certaine façon, c'est-à-dire sincère, honnête, et en essayant de dire les choses. Et je pense que mon écriture, de ce fait-là, me ressemble. Il y a quelque chose qui ne cherche pas. Il y a une poésie, certes, mais en tout cas qui dit les choses, voilà, qui ne se cache pas derrière des formules. Ou non, on dit les choses, on les dit directement, on les dit simplement. Et moi, j'ai toujours l'idée de l'accessibilité en tête aussi lorsque j'écris. Je pense à mes parents qui vont jamais au théâtre, qui viennent voir mes spectacles, mais c'est tout, et qui sont pas du tout habitués au théâtre, qui n'ont pas forcément les codes, etc. Et de ce fait-là, pour que les gens se sentent aussi chez eux, pour qu'ils se sentent... qu'ils sachent que c'est aussi leur maison, leur endroit. Il me semble qu'on ne peut pas se permettre de faire des formules alambiquées et que le texte ne soit pas compréhensible. Pour moi, c'est le minimum, c'est que le texte il soit compréhensible. Donc, il y a quelque chose aussi d'une certaine... il y a quelque chose d'assez direct dans ce que je peux écrire. Ce qui n'empêche pas la poésie, ce qui n'empêche pas les images, ce qui n'empêche pas les paysages de se déployer, un imaginaire, mais toujours cette idée d'accessibilité, en fait, dans l'écriture. Le texte, justement, semble s'écrire comme une quête aussi, à la fois physique et mentale. Vous parlez d'une enfance marquée par des discriminations, on l'a un peu entendu dans l'extrait, mais aussi d'un voyage initiatique. Quel lien faites-vous entre ces deux parcours, l'adolescence, ce corps en construction, et le désert de Namibie, où l'histoire du génocide des Héros et des Namas se fait, comme vous l'écrivez, presque absente? L'occasion aussi peut-être de revenir sur cette découverte historique et l'effet qu'elle a produit sur vous. Je pense que je me suis construite sans jamais vraiment trouver ma place, trouver mon endroit. J'ai vécu dans pas mal de villes, et des villes essentiellement blanches, et où j'avais, en plus dans les années 80-90, on avait très peu de modèles de personnes racisées, en dehors du sport ou éventuellement de la chanson. Donc moi j'étais plutôt littéraire, c'était l'écriture qui m'intéressait, la poésie, et je ne trouvais pas vraiment à cette époque-là d'endroit où me projeter. Et c'est vrai que ce voyage en Namibie a fait l'effet d'une sorte d'électrochoc, déjà parce que je suis très attentive aux signes, et j'ai eu l'impression que ce voyage était plein de signes pour moi, plein de synchronicités, plein de choses qui faisaient que j'ai quelque chose à faire ici avec cet espace-là. Et puis aussi de se retrouver au milieu de nulle part, dans un désert toute seule, rouler pendant 8 heures sans croiser personne, aussi ça donne de la force en fait. À la fois il y a une vraie humilité parce qu'on se retrouve devant des paysages qui ont des millions d'années, quoi, et nous on sait que dans 40 ans, 50 ans, ça sera terminé. Mais ça donne de la force, quoi. Ça m'a vraiment ancrée dans quelque chose, et où je me suis dit, c'est possible, tu peux y aller, tu peux te faire confiance. Et c'est après, vraiment, en plus, ce voyage, qu'en écriture, il y a quelque chose qui s'est libéré peut-être aussi en moi, où je me suis autorisée. Mais peut-être dire que la Namibie n'est pas arrivée par hasard dans votre imaginaire, que vous pouvez peut-être revenir sur cette adolescente que vous étiez, fan d'athlétisme, Frankie Fredericks peut-être, l'introduire, cette figure-là. Oui, c'est aussi un fil directeur dans le texte. Je faisais beaucoup d'athlétisme quand j'étais adolescente, et
Et donc j'avais un gros crush sur, sur cet athlète qui s'appelle Frankie Fredericks, qui était namibien. Donc c'est comme ça vraiment que j'ai rencontré la Namibie. Et je pense que c'était pour le coup un endroit de projection parce qu'il était tellement... Lui aussi, j'avais l'impression qu'il savait pas trop où était sa place. Il avait l'air très humble, très timide. Il n'était pas du tout dans le show comme les Africains-Américains, par exemple. Lui, il avait vraiment une sorte de timidité, de pudeur, puis de dignité aussi naturelle, parce qu'il en imposait. Je le trouvais très élégant. Mais je crois que ça a été une figure de projection pour moi. Et puis ça m'a aussi permis de découvrir ce pays que je connaissais pas du tout et cette histoire qui est quand même assez folle quoi, par tout ce qu'elle comporte de tragique et d'inconnu aussi. Peut-être revenir là-dessus, et je pense notamment à cette question posée à un moment dans le spectacle, qui pour faire la réparation des vies namibiennes, notamment en miroir depuis l'Europe, où l'histoire de la Shoah a été longuement documentée, et fort heureusement. C'est vrai que cette histoire namibienne est très peu connue. Alors on peut me répondre non mais c'est pas la colonisation française, c'est la colonisation allemande. Mais même l'Allemagne, en fait, bon déjà la France n'est pas non plus très portée sur ces questions de colonisation et de réparation et de faire un vrai travail autour de ces questions de la guerre d'Algérie déjà. Mais en Allemagne, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils se sont, pendant très longtemps, ils ont travaillé sur la question de la Shoah, et ce qui est très bien et ce qui est légitime, bien évidemment. Et depuis quelques années, depuis, je dirais, 6-7 ans, ils se disent, tiens, il n'y a pas eu que la Shoah, il y a aussi eu les colonies, il y a aussi eu un génocide dont nous sommes responsables. Et je crois que c'est en 2021, donc il y a 4 ans seulement, qu'un ministre allemand a demandé pardon à la Namibie et a utilisé le terme génocide pour la première fois, donc 100 ans après. Donc c'est vraiment une histoire qui est méconnue en Allemagne, donc le pays concerné, on va dire, mais également dans toute l'Europe, quoi, France compris. Et il faut dire aussi qu'en Namibie, cette histoire du génocide, je l'ai plus entendue oralement. Lorsque j'ai fait des recherches là-bas, que je suis allée dans des bibliothèques, regarder, chercher des livres, etc., je n'ai rien trouvé. En revanche, les gens en parlent un peu. Par exemple, lorsque je suis allée à Shark Island, donc qui est considéré comme le premier camp de concentration, un des premiers camps de concentration de l'histoire du XXe siècle, un monsieur sur place a dit oui, effectivement, c'était un camp de concentration. Voilà, il n'y a rien qui étaye. Et ce qui est terrible aussi, c'est qu'il y a une sorte de plaque mémorielle où on dit qu'il y a des personnes Nama qui sont mortes ici, donc des adultes, des femmes, des hommes et des enfants, mais on ne sait pas dans quel contexte. J'ai eu l'occasion d'aller à Auschwitz il y a quelques années, Auschwitz-Birkenau, et c'est vrai que le génocide de Namibie et ce qui s'est passé en Namibie résonne autrement, et que c'est aussi pour moi ça le génocide, c'est le silence et l'absence de preuves, entre guillemets. Ce qui est aussi un peu fort dans ce que vous nous transmettez, parce qu'en fait, en découvrant votre spectacle, vous nous éclairez en fait sur une partie effectivement de l'histoire qui n'est ni racontée, ni documentée, ni analysée pour pouvoir faire un peu réparation de ce trou. Mais ça dit aussi que en fait, pour l'Allemagne, ça a été, enfin moi c'est là où j'étais un peu aussi choquée, faut dire, à tester les premiers camps de concentration avant de les d'importer les protocoles ici pour faire ce qu'a fait ensuite avec les communautés juives et pas que. Oui, complètement. Effectivement, la Shoah, je le dis dans le texte, a ses racines dans le sud-ouest africain, c'est-à-dire qu'on retrouve une filiation vraiment morbide entre ce qui s'est passé en Namibie et ce qui s'est passé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelques exemples, Eugène Fischer, qui était un généticien qui a fait les premières expériences sur des humains en Namibie, a inspiré Hitler dans la rédaction de Mein Kampf et était aussi le maître à penser de Joseph Mengele, qu'on connaît tristement comme le médecin de la mort à Auschwitz. Donc il y a cette filiation-là, il y a la question des camps de concentration, bien évidemment, en Namibie, puis bien sûr ensuite en Europe. Et il y a aussi, par exemple, Göring, qui était commandant en chef de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père était gouverneur de la Namibie au moment où les camps de concentration ont été créés. Voilà, donc c'est plein d'éléments comme ça qui prouvent bien que, oui, effectivement, il y a eu des essais, des tentatives en Namibie et que les choses se sont malheureusement perfectionnées et déployées dans un sens vraiment terrible et horrible pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il y a différents sujets qui me touchent dans l'écriture de Panda. Je pense notamment à la thématique du corps que je trouve omniprésent dans son écriture. Ce corps qui se transforme. Ces deux thématiques en fait sont très présentes, que ce soit le corps ou la transformation. Par exemple dans Piste, le corps de cette jeune fille qui grandit dans un contexte social raciste et qui devient au fur et à mesure le corps de la jeune adolescente athlétique, qui connecte aussi au corps athlétique de Frankie Frédéric, son idole, qui petit à petit se transforme en corps de la conférencière qui partage avec nous le récit d'autres corps qui sont donc ces corps génocidés, ces corps colonisés de Herero et de Nama, donc qui ont été victimes du génocide namibien. Oui, ce corps qui se métamorphose aussi, on peut le retrouver dans Gorgée d'eau, le personnage de la jeune fille qui devient au fur et à mesure un arbre, un bougainvillier. On peut aussi le trouver dans La Grande Ourse. Et je ressens aussi beaucoup une certaine invitation à contempler le vivant, à rentrer dans un autre dialogue, un autre lien avec la nature. On peut trouver des oiseaux, des arbres, une forêt dans son écriture. Et je dois dire que je ressens aussi comme une sorte d'appel à la spiritualité, beaucoup d'ancrage dans son écriture. Et au-delà de l'autrice, de la poétesse, j'ai l'impression de parfois lire le récit d'un guide spirituel quand je lis des textes de Panda, notamment dans Piste. Je trouve que Piste est un grand partage du cœur qui invite à la résilience, qui invite à la guérison, à la réparation, aux soins. Oui, une autrice et à la fois une guide spirituelle, c'est ce que je ressens dans le travail de Panda. La voix de Nanyodji Kagara pour nous partager son interprétation intime et personnelle de votre écriture. Mais j'aimerais saisir ici la question du corps et la place qu'il occupe dans votre travail. Dans Piste, on le disait, vous interrogez le corps noir, celui qu'on rejette, celui qui court, celui qu'on maltraite, celui qui résiste aussi. Un corps à la fois archive et champ de bataille, mémoire vive et espace de lutte. Pourquoi avoir choisi cette voie si exigeante où le corps devient à la fois symbole et réceptacle, porteur de cet héritage de souffrance, mais aussi de réconciliation, et comment enquêter par le théâtre, par les outils du théâtre, sur ce mal-être des corps noirs essentialisés, exploités, fragilisés ou poussés à la performance des fois aussi. Quand on parle d'histoire avec un grand H, on a des faits, on a des dates, on a des lieux, des géographies. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi le concret. Et le concret, ça passe par le corps, ça passe par les sensations, ça passe par les émotions, les sentiments, par les blessures aussi du corps. Et pour moi, on ne peut pas raconter la grande histoire si on ne passe pas par cette histoire-là très concrète du quotidien et de ce que vivent les gens, en fait. Parce que sinon, ça déconnecte, on est dans quelque chose de très théorique. Mais moi, la théorie, certes, ça m'intéresse, bien évidemment, mais ça passe aussi justement par... il faut éprouver les choses, en fait. Et parfois, tant qu'on ne les a pas éprouvées, justement, ça reste théorique. Et peut-être que le théâtre, pour moi, c'était aussi cet espace, ou l'écriture, cet espace où on peut éprouver certaines choses, où on peut pleurer avec les personnages, on peut se projeter, on peut caresser nos blessures communes. Je pense à des personnes, des fois, qui viennent me voir après le spectacle et qui me disent « écoutez, moi, je suis pas noire, mais quand j'étais ado, parce que j'étais une personne grosse, on me parlait pas, on m'excluait. » Donc voilà, c'est toujours la question de l'expérience et de comment on éprouve les choses. Ouais, je crois que c'est pour ça que j'ai eu envie de passer par cet endroit-là du corps, et puis aussi parce que voilà, le corps noir, on sait... dans l'histoire, a beaucoup servi, a beaucoup participé du mieux-être des colons, des personnes blanches, mais sans être lui interrogé sur ce qu'il vivait, sur ce qu'il ressentait, et que moi, ce que j'ai pu vivre plus jeune, ce que le personnage raconte, c'est les restes en fait de tout ça, c'est les conséquences de tout ça, de cette histoire d'esclavage, histoire coloniale, et de la façon dont les corps noirs ont été assujettis, contraints et empêchés. Et alors vous voyez, en tant que guide spirituel pour toute une nouvelle communauté derrière vous, comment ça se passe?
Non, non, mais là où je rejoins Nanyadji quand même, c'est qu'effectivement la spiritualité, je pense, traverse mon œuvre, mais pas tant comme un espace religieux, mais plus un espace de partage, et de partage entre différentes communautés, à savoir le vivant, les humains, le vivant, et c'est ça qui m'importe en fait. Je viens aussi d'une tradition, ma mère est ivoirienne, et du côté de ma mère, tout le monde est, on va dire, animiste, mais en tout cas pratique des religions traditionnelles, et où dans ces religions, on peut imaginer qu'un arbre a une âme, qu'une plante a une âme, qu'un fleuve, une rivière a une âme. Nzi, c'est le nom de ma grand-mère. Alors Nzi, c'est le nom que j'utilise sur les réseaux sociaux. Et c'est le nom de ma grand-mère, mais c'est aussi le nom d'un fleuve qu'on dit sacré qui passe dans le village. Donc je suis très ancrée à tout ça. Et puis et je pense que si on était un peu plus attentif à notre environnement et moins hiérarchisant dans notre façon de vivre, de consommer, peut-être que voilà, je sais pas, on vivrait dans un monde un petit peu plus apaisé, quoi. Votre travail, de manière générale, met en avant des personnages féminins racisés qui luttent contre des environnements oppressants. Comment concilier cette volonté de donner la parole à des figures marginalisées avec l'idée que chaque artiste ne devrait pas être cantonné à raconter uniquement sa propre communauté? Et est-ce que vous pensez que l'assignation identitaire puisse parfois devenir une forme de contrainte dans le processus de création, justement? Ah oui, clairement. Moi, je me souviens quand je commençais... des textes comme La Grande Ourse, on me disait oui, mais il me manque le piment africain. On m'a dit ça dans des comités de lecture en France. Il me manque le piment africain. Ou bien non, mais il y a un griot dans votre pièce. Je ne sais pas ce qu'est un griot, et puis il n'y a pas de griot en France. Mais où est-ce que vous vivez? Donc ça montre bien aussi la déconnexion de certains comités de lecture avec le monde, quoi. Et puis et ça montre aussi une forme d'homogénéité, puisqu'ils ne sont pas sensibles, ou ils ne comprennent pas du tout d'autres formes esthétiques qui sont nées en France également, en fait. Mais je ferme cette parenthèse. Elle n'était pas qu'une parenthèse, c'était une nécessité. J'ai l'impression que cette question de l'assignation, je la contourne via à la fois cette question de transformation dont parlait Nanyadji. C'est vrai que pour moi, il y a une forme de fluidité aussi dans les personnages qui leur permet d'être... je ne parle pas forcément de la fluidité de genre, mais de toute façon, ça la traverse, c'est une fluidité de toute façon, qui permet aux personnages de se transformer en ours parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont besoin de la force de l'ours, de se transformer en arbre parce qu'ils ont besoin d'ancrage. Mon écriture, elle... certes, je parle de femmes racisées, mais je parle surtout de domination, en fait. Et que moi, ce qui m'intéresse, c'est les rapports de domination. Lorsque j'écris une pièce qui s'appelle Noir comme l'or, il y a certes des personnages racisés, mais j'aborde surtout la question des mineurs et de la grève de 1948 qui a été réprimée dans le sang par l'État et par le gouvernement de gauche à l'époque. Donc ce sont ces rapports en fait qui m'intéressent de domination. Alors ça peut être domination de genre, domination sociale, ça peut être une domination entre blancs et personnes racisées, mais c'est cet endroit-là d'injustice lié à la domination qui m'intéresse de creuser. Donc très souvent ça va être des personnages racisés parce que c'est ce qu'il m'importe de raconter moi, mais peut-être qu'un jour je raconterai autre chose et c'est pas grave. J'ai le droit. Et j'ai le droit parce que j'essaye en tout cas de faire un travail qui est éthique et qui prend toujours en compte et collabore avec les personnes concernées. En creux, la question, c'est la parole située et la légitimité à porter tel ou tel récit, en fait, parce qu'il y a aussi des polémiques ou des projets en montré ou en parlait à la place d'eux. Et donc, ça ouvre aussi ce débat-là et cette question-là de manière tout à fait légitime. J'entends. Complètement. C'est pas mon endroit. Quand je parle de la Namibie, je précise bien que je ne suis pas namibienne et que j'ai rencontré ce pays via Frankie Fredericks, via mes recherches, via tout ça. Mais oui, c'est important de se situer quand on écrit, et notamment lorsqu'on écrit de choses dont on est parfois un peu éloigné. Alors, on va passer aux questions des autres. Bonjour Panda. Alors, j'ai une question pour toi. Comment vis-tu le fait de voir un autre être raconter tes récits dans Piste ? Et deuxième question, est-ce que l'appel à la mise en scène a toujours été là quelque part en toi, ou c'est un appel qui est apparu récemment ?
Merci. Alors, un autre être, bon alors c'est pas n'importe quel être, là c'est Noriyaji Kagara, qui a été validé par mes parents en plus, donc, donc je ne pouvais que dire oui, mais moi j'ai l'impression que c'est aussi apprendre à lâcher lorsqu'on écrit un texte, qu'il est édité, ben, il ne nous appartient plus, il appartient aux lectrices, et c'est super, et là j'ai l'impression que je fais ce même travail-là de lâcher, mais au niveau de la mise en scène, ça ne m'appartient plus vraiment, puisque voilà, tout le monde y a mis un peu de soi, un peu de ses compétences, les créateurs, les techniciens, et puis bien évidemment Noriyaji au plateau, et puis après il y a les spectateurs qui participent aussi, et c'est désormais leur histoire. Et j'ai l'impression qu'en racontant cette histoire, ce génocide en Namibie, c'est aussi un passage de relais. On a beaucoup abordé la question du sport, mais pour moi, c'est un passage de relais. C'est je vous raconte cette histoire, mais maintenant, vous en êtes dépositaire. Et qu'est-ce que vous en faites ? Donc non, effectivement, il y a des moments où parfois, c'est un peu vertigineux. Mais j'ai un ami qui m'a dit, il était venu voir la pièce à Lille, et il m'a dit, mais en fait, tu as fait de toi un personnage de fiction. Et je l'avais jamais vu comme ça. Et c'est vrai. Et je suis contente. Voilà. Pour la mise en scène, j'ai répondu un petit peu plus tôt, mais c'est sûr que d'avoir vu les précédentes mises en scène de pistes m'ont vraiment donné envie. Voilà. Enfin, je trouve que dans le spectacle vivant, il y a évidemment créer des spectacles. C'est une belle aventure d'imaginaire, de casse-tête. Qu'est-ce que c'est que la dramaturgie de ce spectacle ? Lire énormément de choses, et ça, c'est passionnant. Et puis, il y a une partie qui, pour moi, n'est pas du tout anodine et fait vraiment partie intégrante de comment on crée un spectacle. C'est aussi toute la partie production et toute la partie de où ça va jouer, pour qui ça va jouer, dans quel lieu ça va jouer. Et ça, pour moi, en voyant comment la société était en train d'essayer de bouger ou de rendre visibles les problématiques de sexisme, de harcèlement sexuel, de présence des personnes non blanches dans la société, il me semblait important qu'on n'y aille pas à deux. Il me semblait important qu'on soit armés, qu'on soit nombreuses, qu'on soit des guerrières de Wittig, et aussi matériellement qu'il y ait plusieurs personnes qui s'enrichissent autour de ce projet. Les moyens de production. En fait, il y a un besoin, là, dans les institutions théâtrales et dans les institutions tout court, qu'il y ait des personnes qui portent leur récit et tout ça, et qu'on soit présente, mais qu'on fasse pas ça dans un petit coin, même si j'adore jouer dans les squats, dans les festivals et dans les cryptes, enfin dans les petits festivals et dans les cryptes, c'est important pour nous qu'on soit nombreuses, qu'on prenne de la place, qu'on ait une grande scénographie, et que plusieurs personnes, encore une fois, parce que dans la version A2, on avait des complices chaque soir qu'on formait sur place, et en fait ça permettait d'aller à un certain endroit et pas assez loin, mais j'avais besoin de créer un groupe fort, puissant, conscient, où on allait pouvoir se soigner, se réparer entre nous, et aussi bousculer à plusieurs, et je me rends compte que c'était trop peu d'eux. En fait, dans un groupe, ça peut arriver qu'il y ait 2 personnes non blanches, elles vont se faire intégrer, avaler par le groupe. Là, l'idée, c'était vraiment qu'il y ait suffisamment de personnes pour que le public qui nous regarde soit obligé de constater l'altérité, les différences, et de ne pas nous mettre tous dans le même panier parce qu'on était femmes noires, mais on présente une multiplicité de carnations, d'expériences. Voilà. Et donc, quand j'ai proposé à Penda d'être artiste associée au Théâtre du Nord, je lui ai dit qu'est-ce que tu as envie de monter ? Elle a eu envie de choisir ce texte-là, qui est essentiel pour elle, parce que c'est une forme d'autofiction, où elle se raconte dedans, et pour ses premiers pas dans la mise en scène, elle a eu besoin de repartir à cette origine-là, où elle décrit son enfance et tout un parcours comme une forme de voyage initiatique à la découverte d'elle-même. Et j'ai trouvé ça à la fois très beau, et à la fois je lui ai dit, tu es sûr que je te mets les moyens d'un grand plateau, une équipe et tout ça, tu es sûr que tu veux faire un solo ? Et c'était important pour elle, donc je suis à l'écoute de la nécessité des artistes que j'accompagne, donc ok, mais j'ai aussi dans mon agenda secret le besoin d'accompagner des femmes vers les grands plateaux, avec des moyens de production qui leur permettent de raconter des histoires qui sont des histoires
qui sont nos histoires de notre humanité, et pas simplement des choses qui sont intimes ou trop personnelles ou trop domestiques ou trop que sais-je. On sait que l'économie, elle a une incidence sur l'esthétique et que les femmes artistes ont des petits moyens qui leur permettent d'avoir des petits décors, donc souvent des décors intérieurs, et des petites distributions, donc souvent des histoires intrafamiliales ou d'amour, quoi. Donc cette espèce d'assignation par l'économie, j'essaie de me bagarrer contre, puisque je suis aujourd'hui en situation de pouvoir produire des spectacles. Alors Penda, je t'ai accompagné selon ton désir et ta nécessité dans la création de ton premier spectacle, et tu as choisi de faire un solo. Quand est-ce que tu m'accompagnes dans ma démarche d'essayer de proposer des moyens de production et des grands espaces à des femmes artistes, à des artistes racisés, pour qu'ils puissent et elles puissent développer de grands spectacles, de grandes équipes d'acteurs et d'actrices, un grand décor et voilà, faire un grand spectacle pour ce grand plateau qui est sur la grande place de Lille. Alors, un montage avec d'abord la voix de Rebecca Chaillon, autrice et metteuse en scène, affirmant la nécessité d'occuper les plateaux à plusieurs, de faire front, d'imposer la présence des femmes racisées comme une réponse aux dynamiques d'essentialisation qui persistent sur les scènes françaises, puis celle de David Bobet, qui, depuis sa position de directeur d'institution, tente de redistribuer les moyens de production pour permettre aux artistes femmes d'investir pleinement le grand plateau. Comment ce montage résonne en vous et que répondriez-vous à David Bobet ? Pression. Non, déjà dire que Rebecca est très juste dans son analyse et dans son positionnement aussi sur son travail et sur la façon dont elle peut aussi faire bénéficier d'autres de cette visibilité-là ou de cet apport financier-là. Elle est très juste et très, très pertinente, quoi. Je la rejoins complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser que là, on est en tournée du coup avec Piste. On a joué à Dijon, on a eu 5 dates. Et il y a eu une date qui a été assez dure. Il ne s'est rien passé, mais Nanyadji en sortant, et nous on l'a senti aussi, que je suis souvent dans la salle, que c'était très froid. Comme si le public n'était pas concerné. Et en sortant de scène, Nanyadji a dit « j'ai eu l'impression de jouer face à un mur ». Et c'est vrai que d'être seule au plateau, et j'ai repensé en plus à Carte Noire à ce moment-là, et je me suis dit « oui, elles sont 8 au plateau ». Donc elles peuvent se soutenir. Nanyadji, elle est toute seule. Donc là, c'est à moi de trouver les outils pour qu'elle ne se sente pas seule et qu'elle sache qu'on est là avec elle. Et que peut-être ça résonne pour certains, certaines, mais qui sont noyés dans la masse aussi. Mais c'est sûr que c'est une vraie question, et j'interroge aussi parfois les lieux où on va jouer justement sur cette question-là de la réception, et de ne pas mettre Nanyadji en danger non plus. Même si elle est très solide et elle s'en sortira très bien, mais malgré tout... je sais que d'être face à 250, 300 personnes qui sont soit indifférentes, soit en résistance, c'est pas facile. Après, un grand plateau avec beaucoup de personnages, de comédiens, comédiennes racisés, oui, bien évidemment. Oui, bien sûr que ces formes, elles sont importantes, elles sont nécessaires, qu'elles disent autre chose, que l'accompagnement financier, économique est nécessaire aussi pour pouvoir... travailler la forme et être confort aussi. Moi, si j'ai été aussi confort aussi et si sereine pendant cette création, c'est aussi parce qu'il y avait les moyens en fait, et que j'ai pu travailler avec les personnes avec qui je voulais travailler, qu'on avait le grand plateau, que la Céno, il n'y a pas eu on n'était pas au centime près, etc. Et c'est sûr que ça a été un confort, mais inimaginable, quoi. Et je sais combien je suis chanceuse d'avoir pu commencer, d'avoir fait ma première mise en scène dans ces conditions, clairement. Après, oui, David, je suis là pour t'accompagner, pour créer des grandes formes avec des personnes racisées. Peut-être que, d'ailleurs, je te proposerai quelque chose d'ici quelques temps. Mais là, je dois continuer un peu l'aventure Piste. Bon, ça nous réjouit de finir là-dessus. Merci beaucoup, Penda. Merci Zineb. Piste est visible jusqu'au 29 mars au Théâtre 13 à Paris, les 3 et 4 avril au CDN de Poitiers, et vous pouvez retrouver les autres dates de tournée sur le site du CDN de Lille. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute, et merci de votre écoute.